Bonjour à toutes et à tous. Entre 2025 et 2030, pour la première fois de l'histoire industrielle, la demande effective mondiale de pétrole excédera la capacité intrinsèque de production. Et contrairement au choc pétrolier précédent, notamment celui de 1973, il ne s'agira pas là d'une situation spéculative, mais tout simplement de la confrontation entre la réalité géologique et la réalité de l'économie. Le croisement de la courbe de l'offre et de la demande de pétrole entraînera alors deux conséquences. Premièrement, une augmentation générale des prix par l'application mécanique de la loi de l'offre et de la demande. Et deuxièmement, une nécessité de répartition géopolitique des ventes. En effet, il est probable que les pays consommateurs dans leur ensemble se porteront acquéreurs pour l'intégralité de leurs besoins et quelle que soit l'élévation du prix du pétrole brut. Il s'ensuivra donc une situation inédite dans laquelle il conviendra de mettre en place un nouveau dispositif régulant les volumes achetés par tel ou tel pays. Cette réalité sera toutefois difficile à admettre dans un premier temps, et il faudra bien compter au moins 5 ans pour que le grand public en soit convaincu. Car, lorsqu'à l'approche des années 2030, le prix du baril de pétrole commencera à atteindre des sommets encore jamais vus, les consommateurs, les commentateurs, patentés des médias, s'efforceront de le convaincre, ce grand public, qu'il ne s'agit là que d'une convulsion cyclique de plus, peu différente des nombreux épisodes précédents de la saga historique des cours pétroliers, et essaieront de les convaincre que, quoi qu'il en soit, une autre source d'énergie, naturellement, va rapidement venir à la rescousse. Et pourtant, cette augmentation vertigineuse de la demande, alimentée en grande partie d'ailleurs par les pays émergents, au premier rang desquels se trouvent la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Indonésie, qui totalisent à eux seuls presque la moitié de la population mondiale. Ceci associé au premier plafonnement historique de la production saoudienne, eh bien, ça créera pour la première fois dans la civilisation fossile une tension sur l'offre énergétique non induite par de facteurs spéculatifs, non induite par de complexes facteurs spéculatifs, facteurs politiques ou facteurs sanitaires, mais tout simplement par une banale réalité géologique. En effet, il s'avérera que, conformément aux prévisions de nombreux spécialistes pétroliers, peu écoutés actuellement car sans doute trop lucides, les techniques de fracturation hydraulique et de forage horizontal s'avéreront réduire considérablement la durée de vie d'un gisement, et alors que la durée d'exploitation d'un puits conventionnel peut aller, elle, jusqu'à 30 ans, celle d'un puits de schiste atteint à peine 2 ans, ce qui nécessite de creuser en permanence de nouveaux puits jusqu'à étiolement final du champ pétrolifère. Ce coup de pouce de l'huile de rochemer, dont on a beaucoup parlé, qui a actuellement tendance à occulter le pic pétrolier, eh bien ce coup de pouce de l'huile de rochemer va se révéler insuffisant, largement insuffisant pour combler l'écart grandissant entre la demande mondiale et la production conventionnelle. Et la tension sur le marché du brut se traduira, pour la première fois, en carence de la ressource elle-même. Mais pour l'homme de la rue, cette énième augmentation du prix de l'essence ne sera probablement pas interprétée différemment des précédentes dans un premier temps. Par contre, du fait de son ampleur, cette fois-ci, elle provoquera une diminution sensible de la consommation à la pompe, ainsi qu'un fléchissement du transport aérien touristique. L'usage industriel, par contre, chauffage, production énergétique,
fonctionnement des usines, agriculture, transport routier et maritime. L'usage industriel du pétrole, par contre, ne sera pas vraiment affecté dans un premier temps. Les opérateurs répercutant sur le prix des produits et services l'accroissement de charges dû à l'envolée du pétrole. Le consommateur individuel, lui, confronté à une inflation du prix des biens de consommation courants, dont les aliments, d'ailleurs issus de l'agriculture pétrodépendante, eh bien ce consommateur, il opérera un ajustement budgétaire par une diminution de ses dépenses de déplacement privé, que ce soit en automobile, court séjour, courte distance, ou en avion, long séjour, longue distance. C'est ainsi qu'à l'aube des années 2030, la pénurie naissante de pétrole ne sera pas identifiée comme telle par les masses, du fait de cet effet compensateur opéré par la réduction volontaire de mobilité. Nous pouvons être certains que la capacité d'adaptation humaine jouera alors à plein et semblera ainsi dans un premier temps donner raison aux analyses des ultralibéraux, prétendant que la décroissance fossile ne surviendra jamais grâce à l'effet de l'ajustement spontané et durable de l'offre et de la demande. Nous aurons donc une impression de stabilisation dans cette première partie de quinquennat déplétionniste, puisque la diminution historique de la production globale de pétrole ne se traduira pas par une restriction tout de suite visible de la disponibilité du liquide visqueux. L'interprétation officielle de la situation, qui sera donnée par les médias, par le personnel politique et par les commentateurs adoubés, eh bien, ça sera celle d'une crise économique sérieuse provoquée par un renchérissement des produits de consommation courante, dont la nourriture et les carburants, lui-même généré par un dysfonctionnement du système industriel, voire d'un essoufflement du modèle capitaliste. Et chaque camp politique tentera alors d'exploiter à son avantage le cours des événements, les libéraux accusant l'emprise de l'État sur l'économie et les socialistes stigmatisant le marché comme étant l'unique responsable de la situation. L'interprétation des premiers, les libéraux, sera que l'inflation législative des dernières décennies et l'immixtion toujours plus grande de l'État dans la vie économique a dépouillé le capitalisme de toutes ses vertus croissantes, et donc que le renchérissement des produits de première nécessité n'est que le résultat de cette politique interventionniste qui a fait perdre à l'entreprise privée toute sa souplesse, sa réactivité et au final l'essentiel de sa productivité. Pour les seconds, les socialistes, le raisonnement sera inverse. Il s'agirait en fait des premiers symptômes annonciateurs de la faillite annoncée du libéralisme, celui-ci étant entré dans sa phase ultime, annonçant sa fin de vie prochaine. En dernière analyse, et pour juguler la crise, les libéraux réclameront donc une déréglementation totale de l'initiative privée, tandis que les socialistes exigeront ni plus ni moins qu'une collectivisation tout aussi totale de l'économie. Mais le fait le plus remarquable de cette entrée en décroissance du PIB, c'est qu'à aucun instant, le rôle de la déplétion pétrolière ne sera mis en évidence, car elle n'entre pas dans la logique argumentaire de chaque parti, d'aucun parti. Le concept de développement durable, ayant été validé par toutes les tendances de tous ces partis, de l'échiquier de la pensée politique, la foi du grand public dans les énergies alternatives, vertes et renouvelables, semblant inébranlable,
personne ne pourra imaginer qu'une réelle secousse économique puisse être due à d'éventuels problèmes de disponibilité fossile. Les baisses de la consommation d'essence par les automobilistes et la baisse de la fréquence des voyages aériens pour les touristes seront ainsi analysées uniquement sous l'angle budgétaire, et ces restrictions auto-infligées, si on peut dire, seront interprétées comme trouvant leur cause dans le renchérissement de tous les autres produits de base, laissant ainsi moins d'argent disponible aux ménages pour effectuer ce type de dépenses. Les écologistes ne seront d'ailleurs pas les derniers à ignorer le rôle de la diminution de la production pétrolière. Tant leur aversion du fossile et leur religiosité des énergies dites vertes en ajouteront à leur cécité politique. Même les décroissants volontaires n'y verront que du feu. Décroissants volontaires dont nous avons parlé lors de la chronique précédente. Car plus occupés à prôner une décroissance volontaire qu'à diagnostiquer les signes annonciateurs d'une décroissance inéluctable. Sophisme que j'ai également abondamment décrypté dans ma chronique précédente, intitulée « La fin de l'illusion de la décroissance volontaire ». Mais les chiffres, eux, seront têtus. La production de pétrole continuera à régresser et l'Arabie saoudite sera amenée à reconnaître pour la première fois que le débit de ses robinets ne peut plus être augmenté pour pallier le déficit du reste du monde. Ce pays sera également contraint de livrer de nouveaux chiffres, revus à la baisse, sur ses réserves en hydrocarbures, chiffres mettant en évidence la surestimation permanente qui avait prévalu durant les décennies précédentes, mais qui avait été néanmoins pressentie et dénoncée par les théoriciens du pic pétrolier regroupés au sein de l'ASPO, l'association for the Study of the Peak Oil, et sa branche, notamment sa branche française. Emboîtant le pas de l'Arabie saoudite, les principaux pays producteurs comme l'Irak, l'Iran, le Nigeria, le Venezuela et la Russie réajusteront eux aussi leurs estimations à la baisse, afin de donner une image définitivement réaliste de la situation. Et à partir de cette mise au point, c'est l'ensemble de l'opinion mondiale qui devra alors se résoudre à admettre enfin l'évidence. La civilisation industrielle manquera désormais de pétrole d'une façon inéluctable et irrémédiable. Elle en manquera de plus en plus au fil des ans. Elle doit même entériner dès maintenant sa fin définitive du pétrole. L'idée de la décroissance inéluctable étant définitivement intégrée par les opinions publiques, les dirigeants politiques des différents pays de la planète se mettront alors pour initier un chantier afin de gérer un chantier multiple de programmes opérationnels pour tenter de gérer la société contrainte. C'est ainsi qu'un nouvel ordre énergétique mondial commencera à s'esquisser après que les dirigeants des États-Unis et de la Fédération de Russie se soient réunis en secret fin 2030 dans l'objectif de s'accorder sur une stratégie d'encadrement global de l'utilisation des ressources fossiles jusqu'à leur étiolement final. Une conférence mondiale de l'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, sera ensuite organisée, après 2030, réunissant les pays consommateurs et les pays producteurs qui dépassent un certain seuil de consommation ou de production. Plus précisément, au titre de pays producteurs-consommateurs, 5 pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Australie et le Canada, dépassant un certain seuil minimum de consommation ou de production. Au titre de pays producteurs, 25 pays, l'Iran,
l'Arabie Saoudite, l'Inde, le Venezuela, le Kazakhstan, le Qatar, l'Afrique du Sud, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, l'Ukraine, le Koweït, le Nigeria, l'Angola, le Turkménistan, la Libye, l'Algérie, l'Indonésie, la Colombie, la Pologne, le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Norvège, l'Égypte, l'Azerbaïdjan et la Tchéquie. Et 12 pays au titre des pays consommateurs, uniquement consommateurs, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Hollande, la Finlande et l'Autriche. Cette grande conférence mondiale prendra 4 séries de mesures principales. Premièrement, la reconnaissance par tous les signataires du droit des pays producteurs à disposer librement de leurs ressources fossiles et la garantie de leur intégrité territoriale, même dans le cas où ces derniers, les pays producteurs, décideraient de réduire ou de supprimer leurs exportations en vue de préserver leurs propres ressources pour alimenter leur marché intérieur. Deuxième série de mesures. Des garanties données par les pays consommateurs aux pays producteurs de maintien de leurs revenus du pétrole et du gaz grâce à l'établissement d'une grille d'augmentation des tarifs, garantie sur 20 ans, et ajustant ces derniers, les tarifs, sur les taux de déplétion moyens calculés par l'ASPO. Troisième type de mesure. Un engagement des pays producteurs à respecter la fixation à l'échelle mobile des prix sur 20 ans, arrêté par la Grande Conférence, mais tout en conservant la liberté d'établir leurs contrats commerciaux avec les pays consommateurs de leur choix pendant toute cette période. Et quatrième série de mesures, une incitation des pays consommateurs, une incitation aux pays consommateurs pour mettre en place un système de rationnement d'après un modèle indicatif établi par cette conférence. Alors, toute l'importance de cet accord, ça sera de poser en termes très forts le principe de non-ingérence fossile, c'est-à-dire les garanties, que chaque pays producteur ne pourrait être dépossédé de ses ressources par la force et qu'il resterait libre de leur utilisation. Mais il scellera également la fin de la certitude énergétique qui avait porté les masses depuis le milieu du XIXe siècle et installera définitivement le doute énergétique, c'est-à-dire l'idée nouvelle que l'utilisation et l'exploitation par l'homme des esclaves énergétiques, cette exploitation qui avait rendu possible le développement de la société industrielle, que cette exploitation touchait peut-être à sa fin. Voilà donc le pronostic numéro 3, l'émergence du doute énergétique. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, pronostic numéro 4, le rationnement pour tous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.